Monsieur Revol. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, puisqu'on n'est pas dans le conseil municipal de Castelnau, mais dans le conseil métropolitain, je vais aborder le point qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire, et dire mon opinion au sujet de ce document. D'une part, je ne crois pas que c'est de faire injure max que de dire, de reprendre des arguments qui ont été pris par notamment Madame Brissot tout à l'heure, disant que ça reste quand même un document formulé de manière très générale, comme très souvent dans les documents d'orientation budgétaire, et qu'il faudra attendre le budget lui-même pour avoir des réponses beaucoup plus précises. Ceci dit, le problème de ce genre d'exercice, c'est qu'il est complètement encadré par la politique gouvernementale, et qu'on ne peut pas faire fi de ce cadre. Et c'est ce que tu fais dans ce document. Et que ce cadre, c'est celui de la loi de finances 2018 qui, de manière globale, sans qu'on rentre dans un débat national, a réduit le périmètre de l'État de plus de 50 milliards d'euros. Alors, ça m'inquiète pour savoir comment les choses seront bouclées sur beaucoup de dossiers nationaux qui ont des répercussions pour nous très locales. Mais c'est d'autant plus scandaleux que cela se fait au bénéfice de gains fiscaux pour les plus riches. Je vous signale que la dernière étude a montré que la simulation fiscale des effets de la loi de finances 2018 fait que plus de 70% des gains fiscaux seront accaparés par 0,1% les plus riches. Donc naturellement, si on n'avait pas ce contexte, on pourrait discuter plus sereinement. À partir de là, l'État nous invite par différents mécanismes à, rétablir, comme ils disent, l'équilibre des finances publiques, en commençant par les collectivités territoriales. Je vous signale d'ailleurs que, historiquement, sur les 15 dernières années, les trois grandes fonctions publiques, la sécurité sociale et les hôpitaux d'un côté, l'État de l'autre, la collectivité territoriale de l'autre, c'est les collectivités territoriales qui ont été les plus vertueuses. Donc c'est un peu fort de café que l'État nous dise c'est à nous ensuite. Et je vous signale qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions sur les années qui viennent, puisque l'objectif d'ici 2022, c'est que sur les collectivités territoriales, on arrive à une réduction de 15 milliards d'euros. Et personne n'y a renoncé et compte bien l'appliquer dès cette année, pour la part de cette année. Donc ne nous laissons pas illusionner par le fait que la dotation globale de fonctionnement reste la même. Parce que comme d'ailleurs tu l'as expliqué, ça passera par d'autres mécanismes. La première contrainte, c'est de nous dire l'objectif prioritaire que vous devez avoir, c'est de vous désendetter. Voilà. Alors j'ai vu que dans le texte, les choses étaient marquées de manière plus nuancée que sur le premier projet qu'on avait eu, où tu avais écrit que l'objectif prioritaire, c'était le désendettement. J'ai vu que c'est plus nuancé, je t'en félicite. Parce que si l'objectif prioritaire, c'est le désendettement, quand on a, disons, on est en dessous d'un ratio de 7 ans, je veux dire, c'est un peu bizarre de se vanter d'un côté d'avoir un niveau d'endettement maîtrisé et de dire de l'autre que l'objectif prioritaire, c'est d'encore le diminuer. Et ça, c'est la doxa nationale qui nous dit oui, il faut rembourser la dette, faut rembourser la dette, faut rembourser la dette. C'est comme disait Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, qui est devenu la cible de Trump. Il disait c'est une secte obscurantiste qui a pris le pouvoir dans les grandes institutions du Trésor public, et il citait celui de la France, donc de Bercy. Parce que si tout le monde se désendette, c'est simple, c'est l'activité diminue. La dette, en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est dans la relation qu'elle a avec la dynamique de la collectivité. C'est vrai pour le privé, puisque c'est les entreprises qui sont les plus endettées dans ce pays, et après vient l'État, et en dernier, les ménages. D'accord ? Eh bien, le problème, c'est le rapport de la dette par rapport à l'activité, à son dynamisme. Donc, ce n'est pas en soi la dette. Donc, je suis content que ça soit été un peu corrigé sur ce point. La deuxième conséquence, ça concerne le fait que le financement, finalement, de nos activités pèse de plus en plus sur les ménages. Alors, il faut être effectivement très nuancé sur la façon dont c'est formulé. J'ai tout à fait conscience que la taxe de séjour ne concerne pas les Montpelliérains. Mais réfléchissons. Tu dis à un moment dans le texte que c'est les entreprises qui apportent la principale contribution. Si tu enlèves, alors parce que oui, à un moment, les budgets annexes sont cumulés avec le budget principal, à un autre moment, on analyse le budget principal sans les budgets annexes. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de suivre l'analyse qui est faite dans le document. Mais si on regarde dans le budget transport, le versement transport est relativement important. Si on enlève le versement transport, à ce moment-là, on s'aperçoit que la contribution des entreprises est beaucoup plus modeste. Et je signale au sujet des versements transport que chez nous, il n'est pas excessif.
il n'est pas excessif pour une bonne et simple raison, c'est que toutes les entreprises de moins de 11 salariés ne versent pas de versement transport. Or, la structure économique de notre territoire est marquée par beaucoup de petites entreprises de moins de 11 salariés, à la différence, par exemple, d'une ville plus industrielle comme celle de Toulouse, où le versement transport est automatiquement beaucoup plus important. Donc, il faut faire attention à ce type d'analyse. Et puis, par ailleurs, moi, je considère que le poids pèse sur les ménages. Alors, certes, on va parler du fait que la GEMAPI, c'est une augmentation d'impôt pour les ménages, certes, pas considérable, mais c'est une augmentation quand même. Mais ce n'est pas tellement le problème. C'est que quand tu fais tes calculs, il faut que tu intègres le fait que dans le financement, tu as l'AC des communes, 54 millions d'euros, ou 53, je crois, millions d'euros, c'est pas négligeable, et puis tu as le département, 13 millions d'euros. Comment ces deux collectivités, l'ensemble de nos communes et le département de l'autre côté, financent cet AC? Essentiellement sur les ménages. Essentiellement par la fiscalité sur les ménages. Donc si tu répercutes ça, tu t'aperçois que en fait, c'est le même mouvement qu'à l'échelle nationale, c'est qu'on a un transfert du poids qui pèse sur les entreprises vers les ménages, et que ce transfert fait que le pouvoir d'achat de nos concitoyens va être particulièrement contraint, même si on peut se féliciter que le taux d'impôt n'augmente pas en lui-même, même si la moyenne des impôts payés par les Montpelliérains est une de celles les plus élevées dans les villes similaires. Voilà, à partir de là, on peut aussi, disons, s'interroger sur le reste du dispositif mis en place par le gouvernement. Tu l'as rappelé, c'est le fait qu'au lieu de passer par une baisse de la DGF, en nous laissant par ailleurs organiser notre développement librement, mais lui en diminuant sa contribution, ce qui était la politique suivie par les mandatures Sarkozy et Hollande, mais maintenant on nous dit, ah ben c'est pas en soi la DGF qui est la variable, ça va être le fait que vous ne devez pas augmenter de plus de 1,2%, tu as très bien expliqué tout ça avec les correctifs, etc., vous ne devez pas augmenter les dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%, sinon vous avez des pénalités, on va vous punir, etc., des pénalités financières. Donc ça revient à contractualiser avec nous la maîtrise même de nos dépenses de fonctionnement, avec les variables qui intègrent les contextes que tu as dit, sont quand même relativement limitées comme variables. Hein, ça ne nous donne pas beaucoup de marge. Donc certes, on est obligé de l'appliquer. On est obligé de contrôler pour les 300 ou 400 collectivités à l'échelle nationale qui sont concernées, c'est-à-dire essentiellement ici Montpellier et la métropole, eh bien on va devoir l'appliquer. Mais disons, il faut réfléchir à ce moment-là sur quelle variable on joue à l'intérieur du budget de fonctionnement pour limiter cette augmentation. Et donc moi je serais très attentif à la construction du budget pour voir sur quelle variable on joue pour limiter cette augmentation, parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement importante sur l'équilibre de notre territoire. Et c'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que je n'étais pas favorable au désendettement en soi et pour soi, car l'essentiel, c'est de pouvoir faire que notre épargne brute, même si elle est légèrement en baisse, elle puisse essentiellement se développer vers l'investissement, parce que ça développera l'emploi, et c'est lié à l'emploi, parce que nous ne l'oublions pas, la métropole de Montpellier, ou Montpellier est peut-être devenue la 7e ville de France en termes d'habitants, mais en termes de taux d'emploi et de taux de chômage et de taux de pauvreté avec 27% de la population en dessous du seuil de pauvreté, on est dans les premiers là, dans ce domaine, et c'est pas glorieux. Donc ça suppose qu'il va falloir qu'on investisse, qu'on développe des secteurs qui nous permettent d'agir sur l'emploi et sur la pauvreté. Ça me paraît essentiel, je pense qu'il y a un consensus sur ce type d'objectif. À partir de là, il va falloir que nous maîtrisions les dépenses qui, elles, ne sont pas liées à cet objectif. Donc il faut travailler. Alors moi, sans aucune polémique, Monsieur le Président, je vous invite à faire comme l'ont fait plusieurs communes, dont la mienne, c'est maintenant avec des effets financiers bien plus limités, car nous sommes une petite commune, c'est de tailler vraiment à la serpe dans les dépenses de communication. Oui, les dépenses de communication. On pourrait baisser les dépenses de communication de 50% sur la métropole, sur tout le secteur qui nous concerne. Alors, oui, alors certes, voilà, je pense que c'est une dépense secondaire. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que sorte un MAG tous les mois, il pourrait sortir tous les 3 mois. Je ne vois pas pourquoi on dépense des sommes considérables à envoyer des invitations, des faire part à tout le monde, etc. Je suis prêt à travailler dans le détail ces dépenses de communication, me paraissent importantes. Votre notoriété n'en serait pas atteinte, Monsieur le Président. Vous êtes suffisamment connu et présent dans le territoire. Mais quand c'est-à-dire qu'à Gravel, vous avez une exposition urbaine qui est solide. Hein.
Quand je monte dans le tram, je tombe, pour ça, comme vous le savez, je suis piéton. Quand je monte dans le tram, je tombe sur une affiche. En bas, il y a la signature de Philippe Sorel. Lorsque l'autre jour, je suis amené à chercher quelque chose pour une amie, pour la petite enfance, je tombe sur le site de la petite enfance, paf, la photo de Philippe Sorel. Il y a même lorsqu'il y a comment dire, la métropole fait son cirque et que je cherche le planning des cirques de la métropole, paf, je tombe sur la photo de Philippe Sorel. Donc, je me dis, les dépenses de communication, je ne sais pas si c'est vous le responsable de tout ça en plus, mais je pense que ces dépenses de communication sont beaucoup trop élevées. Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler que vous, dans l'Assemblée précédente, et moi-même et quelques autres, nous étions les rares à nous être opposés à la campagne de publicité Montpellier Unlimited. Alors je vous en prie, ne faites pas une campagne Sorel Unlimited. Bon.